Oh, c'était beau. C'est vrai, t'as aimé? Oh, c'était si triste, c'était si émouvant, j'ai presque envie de pleurer. En plus, cette histoire, c'est tiré d'une histoire vraie. Oh non, s'il te plaît, me gâche pas ce moment. Mais je te jure que c'est vrai, les personnages sont tirés d'une histoire vraie. Non, je veux pas. Ben, je dis pas que tu connais rien, je dis juste que tu connais peut-être pas tout. S'il te plaît, sérieux, je suis pas prête émotionnellement là. Mais si. Non. Mais si, allez. 24 sur 2, 3e. Les amis, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un film hollywoodien aux multiples cascades, quoique. Oh putain! On est en train de monter là! Autres effets spéciaux et complications pour arriver à la production d'un film. Non, aujourd'hui, nous allons parler d'un film simple, sans prétention, juste conçu pour vous toucher là où il faut. Ce n'est pas un film hollywoodien, certes, mais il a fait son bonhomme de chemin jusqu'à Hollywood. Je vous présente, mesdames et messieurs, la fabuleuse histoire d'Intouchable. Je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Tout commence au début des années 2000, lorsque Mireille Dumas fait la connaissance de Philippe Piozzo di Borgo et de Abdel Sellou. L'un est un riche homme d'affaires issu de la noblesse corse, l'autre est un simple voyou qui vit sous le signe de la délinquance. Je suis pas un criminel, hein. Un cocktail qui, a priori, n'est pas fait pour s'entendre. Pour la petite histoire, Abdel est venu frapper à la porte de Philippe qui avait déposé une annonce à la recherche d'un chauffeur. Abdel n'est pas du tout intéressé. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'on signe son papier qui prouve qu'il continue à chercher du travail et pouvoir percevoir des aides financières. Bonjour. Je vais faire signer un papier. Abdel est persuadé qu'il va être traité de la même façon qu'avec ses anciens employeurs, c'est-à-dire avec mépris et dédain. Il faut une signature pour dire que je me suis présenté à l'embauche, que malheureusement, malgré les qualités évidentes, enfin bref, vous mettez votre baratin habituel, comme quoi vous n'êtes pas intéressé. Et à sa grande surprise, Philippe ne le traite pas du tout comme un voyou, mais au contraire, il le traite comme un être humain égal à lui-même. Et surtout, il le traite comme un être humain qui n'a pas pitié de lui. Ah, c'est emmerdant ça. Alors que la femme de Philippe décède d'un cancer, c'est Abdel qui prend la relève. Et son humour et la véracité de ses propos séduisent totalement Philippe, qui se rend compte que non, il n'est pas condamné à mourir de chagrin dans sa chaise d'handicapé, mais oui, il peut revivre. Abdel est son second souffle. Justement, Second souffle, c'est le titre du livre que Philippe écrira au sujet de leur relation. Mireille Dumas décide même d'en faire un reportage, à la vie, à la mort. Les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache regardent le reportage à la télé et ont l'envie irrépressible d'en faire un film. Mais ils ne se sentent pas encore capables de traiter ce sujet correctement et décident donc de laisser passer quelques années avant de revenir sur le projet. Nous sommes en 2003. Et puis un jour, c'est bon. Eric et Olivier se sentent prêts à le contacter et Philippe a laissé son adresse mail à la fin de son livre. Il leur dit qu'il a déjà été approché à plusieurs reprises par des réalisateurs et qu'il n'est pas vraiment intéressé, mais il accepte tout de même de les rencontrer. Au fur et à mesure de la conversation, ils sont de plus en plus sûrs et certains qu'il doit faire ce film. Philippe accepte à une seule condition. Il doit faire de ce film un film drôle. Les réalisateurs réfléchissent à la meilleure manière d'amener cette histoire à l'écran, tout en conservant le naturel de la complicité entre ces deux hommes, qui n'ont pourtant pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'ils sont tous les deux d'une certaine façon rejetés par la société. L'un a un handicap physique et l'autre a un handicap social. Philippe s'implique énormément dans la conception du scénario. Il lit tout et à chaque nouvelle version, il leur fait des remarques. Et un regard très cru et très pertinent. Parallèlement, la recherche de producteurs n'est pas compliquée puisque c'est Nicolas Duval qui portera le projet. Exactement le même producteur qui a produit tous les longs métrages des deux réalisateurs jusqu'à présent. Nicolas les pousse toujours plus loin dans la conception du scénario, comme par exemple en leur proposant de ne pas mettre trop de personnages secondaires qui encombreraient le scénario plus qu'autre chose. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. Dans un premier temps, pour le rôle de Philippe, les deux réalisateurs veulent un homme d'un certain âge et avec un sacré tempérament. Ils font donc appel à Daniel Auteuil, qui accepte et puis se désiste parce qu'il est lui-même occupé sur son propre projet, La fille du puissatier. Entre-temps, François Cluzet contacte les réalisateurs. Il a lu le scénario qui lui a été donné par son agent. Pas du tout voulu de la part des réalisateurs, mais ils acceptent quand même de le rencontrer. Et encore une fois, la rencontre est décisive. Ils sont séduits par la façon de travailler de François Cluzet. Il n'aime pas jouer
son personnage, il aime le vivre, ce qui est exactement la manière de travailler des réalisateurs. Pour le rôle de Driss, les réalisateurs ont une idée limpide sur la question. Le rôle est taillé pour Omar Sy. Et ce n'est pas seulement parce qu'Omar Sy vient également de la banlieue, comme le personnage qu'il interprète, qu'ils le choisissent, mais surtout parce qu'ils ont déjà travaillé avec lui et qu'ils savent de quoi il est capable. En plus, Omar Sy a la même façon de travailler que François Cluzet. Lui aussi, il aime vivre son personnage plutôt que de le jouer. Avec Omar Sy, quand on jouait Intouchable, bon, moi, je sais très bien que je suis pas handicapé. Eh bien, je voyais dans ses yeux que j'étais diminué. Eric et Olivier montrent le reportage à Omar Sy, et il n'en faut pas plus à l'acteur pour être totalement séduit par le projet. Maintenant que les deux acteurs sont trouvés, les réalisateurs organisent un séminaire d'intégration. Quoi ? Un séminaire d'intégration Avant de commencer la préparation du tournage, on a emmené François Cluzet et Omar au Maroc pour rencontrer Philippe Bozzo di Borgo, pour qu'à la fois François Cluzet s'imprègne un peu de son état, de sa vie, de comment il parle, comment il respire. Les acteurs s'imprègnent de toutes les histoires racontées par Philippe, et François Cluzet en profite pour analyser et observer finement toute la gestuelle de son personnage. Sur le plateau, Eric et Olivier ont une méthode de travail bien particulière. Pour tirer le maximum de leurs acteurs et obtenir le jeu le plus naturel possible, ils déstabilisent les comédiens en parlant tout le temps, même pendant les prises. Ils espèrent ainsi perturber le jeu des comédiens et obtenir de moments précieux. Comme ça par exemple. Ils espèrent déstabiliser les comédiens, mais ça fonctionne pas. En second lieu, ils réécrivent toutes les scènes de leur scénario, à tel point que l'équipe technique finit même par leur demander s'il est possible de tourner au moins une scène comme elle a été écrite. Le choix de la musique s'est fait en deux façons. Premièrement, les réalisateurs avaient une idée très précise pendant l'écriture de leur scénario de ce qu'ils voulaient comme musique pour certaines scènes. Notamment pour cette scène-là, par exemple, où on voit Driss qui danse sur Earth, Wind and Fire. Il est évident pour eux qu'ils devaient obtenir les droits de cette musique-là et pas une autre. Pour la bande originale du film, les réalisateurs ne se sont pas penchés sur un compositeur célèbre, mais ont fait comme vous et moi et ont cherché tout simplement sur internet. À force de recherche, ils sont tombés sur le travail de Ludovico Einaudi, à qui ils ont proposé le travail et qui a accepté d'emblée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je m'en lasse pas de cette musique. Omar Sy a perdu près de 10 kilos pour le tournage et pourtant pas à la demande spécifique de la production. C'est lui-même qui l'a décidé parce qu'il estimait que sa carrure ne représentait pas celle d'un mec de cité. À un moment donné, on dit non, on les met pas, on reste là. Même si le personnage de Driss représente Abdel, les deux hommes n'ont pourtant pas tout en commun. Abdel ne danse pas, il frappe. Abdel est beaucoup moins souriant que Driss dans la vraie vie. Abdel est un chef de bande, Driss est juste un mec de cité. Et Abdel est beaucoup plus dur dans la vraie vie. Tout s'achète? Pratiquement, oui. Vous n'avez pas acheté l'amitié que vous vous portez tous les deux? J'ai dit pratiquement. Même si le scénario a essayé de coller au maximum à la réalité, il subsiste quand même quelques différences. Par exemple, Abdel a connu la femme de Philippe alors que Driss non dans le film. Abdel n'a lui jamais essayé de verser du thé bouillant sur la jambe de Philippe. Non mais vous avez fini de jouer, non? Mais en fait, vous sentez rien du tout là. L'ouverture de film est vraie. Mais par contre, Abdel a un peu moins de dextérité au volant que Driss. Abdel n'a jamais été un chauffeur, c'est un chauffard. Ça n'a rien à voir. J'adore, il dit ça, mais je me suis jamais planté sur la route. Sur cette route-là, on a déjà eu 2 accidents. Enfin, Abdel a eu 2 accidents. Abdel, contrairement à son personnage, ne peint pas. Mais ils ont un point commun concernant l'art. Ils n'en ont rien à foutre. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 €? C'est pas possible ça. Ah bah si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 €. Une fois, il m'a ramené des tableaux. Franchement, vous prenez un tableau rouge, vous balancez des taches dedans. Ça se paye 30 000 balles avec un morceau de tache de chiffon qui a atterri dans la cave. On n'a jamais revu ce tableau. Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? Je sais pas, c'est un business. Non. C'est la seule trace de le passage, Abdel. Voilà, c'est bon comme ça? La baignoire dans laquelle Driss prend son bain a été revendue aux enchères pour 50 000 € au profit de l'association C'est que du bonheur qui s'occupe des enfants hospitalisés. Intouchable est le long métrage français le plus vu dans le monde avec plus de 32 millions d'entrées. Durant la scène des douleurs fantômes, les réalisateurs n'ont donné aucune indication de jeu à François Cluzet et l'ont laissé carrément improviser. Revenons sur cette scène. Vous aussi vous ne vous en lassez pas? Eh bien figurez-vous qu'elle a été tournée en une seule prise. On a du talent ou on n'en a pas. On l'a refait, ça va pas.
Quoi encore? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment merci énormément pour tous vos retours qui me font super plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour vous aussi voter pour les prochains films. Et puis abonnez-vous à la chaîne parce que c'est votre façon de me montrer que mon travail vous plaît. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui aura du mordant. Allez, coupez.